Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition d'Église diocésaine. Je m'appelle Sophia Bagaoui, étudiante au programme d'études journalistiques, et nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter cette troisième et dernière édition portant sur le centenaire de l'Université de Sudbury. En 1913, en pleine tourmente du règlement 17, les pères jésuites décident de créer un collège. L'année suivante, le collège obtient une charte provinciale qui lui confère le pouvoir d'octroyer des diplômes universitaires. En 1957, le Collège du Sacré-Cœur devient l'Université de Sudbury. Cette année, le Collège du Sacré-Cœur et l'Université de Sudbury célèbrent le centenaire de la première institution postsecondaire dans le nord de l'Ontario. Aujourd'hui, nous ferons connaissance avec Chantal Gauthier, une ancienne de la résidence Lucien Matt, M. Pascal Sabourin, diplômé du Collège Sacré-Cœur, et Mme Sylvie Renaud, secrétaire générale à l'Université de Sudbury. Reçois, Seigneur, l'offrande de ma liberté. Reçois ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, tout ce que j'ai, tout ce que je suis. C'est toi qui me l'as donné. Je te le rends, Seigneur, sans réserve, pour que tu en disposes selon ton plaisir. Donne-moi seulement ton amour et ta grâce. Je suis assez riche et je te demande rien de plus. Amen. Vous écoutez une édition spéciale d'Église diocésaine, préparée par les étudiants du programme d'études journalistiques de l'Université de Sudbury. La résidence Lucien Matt figure parmi une des résidences les plus anciennes sur le campus de la Laurentienne. Fondée en 1967, la résidence peut permettre à plus de 180 étudiants à s'établir au sein de la communauté scolaire. Le bâtiment de 3 étages est une figure historique pour l'Université de Sudbury. Chantal Gauthier, une ancienne dans la résidence Lucien Matt, explique différentes façons dont un étudiant peut vivre toutes sortes de belles expériences durant son séjour sur le campus. La vaisselle, le lavage et la cuisine étaient tout et le sont encore partagés entre les étudiants. Ceci veut dire que chaque élève doit partager son espace et d'apprendre à vivre en petite communauté pour s'accorder. C'est un des nombreux aspects qu'elle apprécie comme résidente à Lucien Matt. Voici Chantal Gauthier qui nous raconte les belles expériences qu'elle a vécues comme résidente. Lucien Matt en 1982, puis j'ai quitté en juin, à la fin de l'année scolaire 85. Vous avez passé tout votre temps universitaire à la résidence? J'ai passé toutes mes années à l'Université Laurentienne, je les ai passées à la résidence Lucien Matt. Pourquoi la résidence Lucien Matt? Bien, on recevait les petits dépliants de l'université. Là, en lisant en arrière, c'était la résidence catholique. Puis, c'était... Je suis catholique. C'était une résidence où est-ce qu'on parlait français. Puis, c'était très important parce que moi, je viens d'Earlton. Puis, à Earlton, on ne parlait pas tant que ça en anglais. L'anglais qu'on parlait, c'était à l'école secondaire, mais pas plus que ça. Donc, puis, il y avait un comité de sélection. Donc, je me sentais bonne si j'étais acceptée à l'université, à la résidence de l'Université Lucien Matt. Puis mes amis aussi, quelques-unes de mes amies avaient appliqué là en même temps. Donc, on s'en venait ensemble. C'était moins peurant. C'est la grosse fête, hein? Bien, la petite fête, non. C'était la grosse fête. C'était bien fun. J'ai adoré mes années à la résidence. C'était quoi vos expériences en général? Tu sais, comme les gars étaient sur le même plancher que les filles? Ou... Quand moi, j'étais en résidence, il y avait des étages de filles et des étages pour les garçons. C'était divisé en couleurs. Donc, moi, je suis sur le 2e doré. Je suis encore très fière d'avoir été une résidente du 2e doré. C'était les planchers ségrégés. C'était une grosse cuisine avec tout le monde qui était là. C'était toujours sale. On perdait notre vaisselle parce qu'on la laissait traîner. Puis il fallait payer une amende pour avoir notre vaisselle. À tout bout de champ, toute la vaisselle était... il y avait une salle qui ouvrait, puis étalait la vaisselle. Puis là, tu payais une amende pour avoir ta vaisselle que tu avais laissée traîner. Mais c'était... C'est ça. Puis, mais on avait quand même beaucoup de contacts entre les planchers de gars et de filles. On avait des activités en commun. On avait... des parties en commun. La forge existait, puis la forge, je pense plus que c'est encore un bar, mais c'était un bar à ce moment-là, dans la résidence. Donc, il y avait, chaque étage était en charge d'organiser un party thème à chaque année. Donc, on avait chacun notre tour. On avait des tuck-in avec les étages de gars. Donc, soit qu'on faisait des biscuits, puis on allait les mener aux autres de chanter des chansons. Comme il y avait beaucoup d'échanges comme ça, dans le temps des fêtes, avant qu'ils enlèvent les vieux tapis, puis qu'ils mettent des nouveaux tapis. Après, les nouveaux tapis, on ne pouvait plus, mais avant ça, dans le temps des fêtes, on peinturait tous les murs selon un thème de Noël, puis c'était une compétition. Donc, chaque étage peinturait ses murs selon Noël. Tous les couloirs étaient peints.
avec de la gouache, avec du savon vaisselle dedans, là, pour qu'on puisse le laver après. Mais une fois qu'ils ont changé de tapis, on ne pouvait plus. Puis on avait aussi mais il y avait beaucoup de tours qui se faisaient jouer. Donc on restait réveillés la nuit où on mettait nos réveils matin à 2 heures du matin pour aller dans les salles de bain des garçons, puis mettre du saran wrap, ses toilettes, puis jouer plein de tours comme ça, de la vaseline, ses poignets, etc. Là, on a fait ça beaucoup. On avait beaucoup de water fights parce que les laboratoires de sciences, les tubes en caoutchouc, là, ça fait les meilleurs water guns. Donc, il y a des gens qui empruntaient des tuyaux pour les brûleurs Bunsen, puis ça fait vraiment des bons fusils à eau, ça. Donc, on avait des grosses tailles d'eau. Mais on nettoyait après, là. C'était très raisonnable, notre affaire. Y avait-tu des conséquences à ces actions? On était juste tellement intelligents qu'on se faisait pas attraper. Y avait-tu des chefs de plancher, comme moi, je suis un chef de plancher en résidence ouest, ça? OK. Oui, on avait des dons. Il y avait un don par étage. Puis ça faisait, je pense que ça a eu un gros impact parce que la personne qui était don quand moi je suis arrivée, c'était Danielle Dorschner, est encore une de mes amies. Elle a vraiment créé une ambiance. Elle a su rapprocher les filles. Elle a su créer un esprit de famille parce que tout le monde partait de chez eux puis se sentait un petit peu perdu, un petit peu pas à l'aise. Mais l'accueil était incroyable. Tu arrivais là, puis les gens dépactaient tes valises quasiment pour toi. Là. Ils montaient toutes tes choses, ils t'aidaient à t'installer. L'accueil était formidable. Même encore aujourd'hui, une fin de semaine par été, habituellement après la longue fin de semaine de août, les filles qui étaient avec moi quand j'étais en résidence, on se rencontre encore. Puis on est quand même en 2013. Une fin de semaine à l'été. Oui, donc on reste quand même en contact. Avez-vous communiqué avec les autres résidences? Comme, je pense bien qu'il y avait la résidence SSR, Single Students, dans ce temps-là. SSR était là. Huntington, Thornlow, Single Students. Oui, il y avait beaucoup il y avait des interactions entre les résidences, surtout pendant Frosh Week où on se faisait réveiller la nuit pour aller leur crier toutes sortes d'affaires. Donc, oui, puis ça a quand même créé l'ambiance ici. Ça a quand même créé beaucoup de liens, même Frosh Week, parce que tu rencontrais plein de gens en très peu de temps, donc, puis tu n'avais pas le temps de manquer ta famille, de manquer tes amis, de manquer les autres gens, parce que tu étais occupé comme minute par minute toute la journée. La vaisselle puis le lavage, comment que ça se faisait? Bien, il y avait comme une grande cuisine communautaire pour tout le monde. Tout le monde avait son armoire qui était barrée. On avait chacun un petit réfrigérateur qui était barré. Tu cuisinais sur des cuisinières à gaz. Tout le monde était responsable de laver sa vaisselle. Mais tu sais, quand il y a bien du monde qui partage une cuisine, tu t'enlèves le vieux spaghetti de l'autre personne parce que l'évier est bloqué avant de pouvoir laver ta vaisselle, des choses comme ça. Mais ça faisait partie de l'expérience. Il y avait des salles de lavage dans la résidence, donc c'était possible de faire ton lavage. Il y avait des planches à repasser, il y avait tout ce que tu avais besoin sur place. Souvent, on se mettait ensemble pour préparer des repas juste parce que c'était plus intéressant. Puis il y avait des salles à dîner comme pour tout le monde, puis il y avait une télévision là-dedans, puis les gens pouvaient jaser en même temps. Des fois, on organisait des petits soupers spéciaux aussi, puis quelques personnes se mettaient ensemble pour faire des soupers. Surtout quand quelqu'un recevait de la nourriture homemade de la maison. Là, ce personnel avait bien des amis pour ce souper-là, pour qu'ils partagent. Alors, faisiez-vous la vaisselle en groupe après aussi, ou bien c'était-tu 2 personnes? Si on avait soupé en groupe, on faisait la vaisselle en groupe. Sinon, tout le monde lavait sa vaisselle. Il y a des gens qui choisissaient de juste laver la vaisselle dans l'évier, dans la chambre de bain, puis de la garder dans leur chambre, surtout dans les temps d'examen, puis les temps qui étaient plus fous au niveau scolaire. Donc, ça dépendait. Ouais. Vous êtes un ancien de l'Université de Sudbury ou du Collège du Sacré-Cœur? Inscrivez-vous à usudbury.ca pour obtenir les dernières informations. On célèbre le centenaire de l'Université de Sudbury en grand cette année. J'ai rencontré Mme Sylvie Renaud, secrétaire générale à l'Université de Sudbury. Mme Renaud ainsi que son équipe organisent une panoplie d'activités et d'événements en plus d'assurer le déroulement de ceux-ci. On avait la maison hantée, la chasse au trésor et la messe du centenaire, par exemple. En entrevue, je lui ai d'abord demandé comment est-ce que l'Université de Sudbury a choisi de célébrer son 100e anniversaire. Allons voir sa réponse.
Ça fait effectivement 100 ans, donc c'est quelque chose à célébrer, c'est certain. Non seulement en guise de reconnaissance de ce qui a été fait dans le passé, mais aussi pour, disons, reconnaître l'élan qu'on s'est donné, puis ce qu'on veut poursuivre peut-être dans les prochains 100 ans. Quel genre d'activité est-ce que vous avez organisé jusqu'à présent? On a commencé en septembre avec une chasse au trésor. Ça, c'était super intéressant. On a eu plus de 80 participants, donc ça a été un grand succès. Puis ça, c'était une chasse au trésor là, dans la communauté du Grand Sudbury. Puis tous les indices étaient en lien avec l'Université de Sudbury, soit l'Université de Sudbury telle qu'elle existe maintenant, ou le Collège du Sacré-Cœur des premières années. On a enchaîné tout de suite par après avec la levée du drapeau franco-ontarien le 25 septembre, où, encore une fois, à cause du centenaire, on a fêté ça, disons, en plus grand. Donc, on a invité des élèves des secondaires à participer. On a célébré une messe spéciale à l'église Saint-Jean-de-Brébeuf, qu'on a fait en collaboration avec l'école secondaire du Sacré-Cœur. Donc, ça s'est déroulé le dimanche, le 29. Au mois d'octobre, on a eu les conférences Louis Charon. Donc, c'était la première cette année. Pour ensuite avoir la maison hantée de Halloween. J'espère que tu as participé. C'était très bien. Ça, c'était une collaboration avec le Collège Boréal qu'on a fait ici sur les lieux à l'Université de Sudbury. Puis, on a certainement augmenté la visibilité de l'institution parce qu'on a eu au-dessus de 400 participants qui sont passés à la maison hantée. Au mois de novembre, on a eu une conférence pour disons, l'emploi pour les communautés autochtones. Le 7 novembre, encore une fois, on a invité les écoles secondaires à participer à une pièce de théâtre. Ça, c'était du mouvement autochtone, encore une fois. Puis c'est surtout nos écoles secondaires francophones qui ont participé. Le 14 novembre, c'était une journée très spéciale pour nous parce que c'était notre cérémonie d'honneur. On a décerné 2 doctorats honorifiques. On a décerné nos prix de Sénat à nos étudiants méritants, en plus de d'autres bourses au mérite. Puis cette année, ce qu'on a fait aussi, qui était de surplus, là, c'est qu'on a reconnu un de nos donateurs, M. Ernest Côté. C'était tout un honneur pour moi de le rencontrer. Puis, d'après ce qu'il nous a dit, là, il a bien aimé autant la cérémonie que la réception par la suite. On a participé cette année au défilé de Noël, donc à la parade du Père Noël. Encore une fois, on a développé on a créé le char allégorique en collaboration avec l'école secondaire du Sacré-Cœur. Donc, étant donné le centenaire de l'université, cette année, on fait plein de choses avec l'école secondaire du Sacré-Cœur, qui, eux, célèbrent leur 10e anniversaire. En décembre, on reprend le souffle pour poursuivre en janvier. On espère de développer un autre atelier pour les élèves du secondaire. Puis encore une fois, c'est par rapport au mouvement autochtone. C'est le tournoi en raquette, tournoi de baseball en raquette. Puis encore une fois, là, on va inviter la communauté à participer. On a fait ça de façon voulue le dimanche pour que les gens, les familles, etc. puissent participer. Ça, c'est février. Au mois de mars, c'est une autre belle cérémonie où là, c'est nos prix, on décerne les prix de leadership. Puis cette année, encore une fois, à cause du centenaire, on va octroyer 2 autres doctorats honorifiques à cette cérémonie-là. En avril, on reprend notre collaboration avec l'école secondaire du Sacré-Cœur. Pour la journée de la Terre, le 22 avril, on va se rendre sur les lieux de l'école secondaire, mais on va planter 100 arbres pour commémorer le centenaire de l'Université de Sudbury. Au mois de mai, on a le gros gala. Donc, on espère que tout le monde va venir, tout le monde va participer au gros gala qui va vraiment clôturer les activités du centenaire de l'Université de Sudbury. Donc, qui est impliqué dans tout le déroulement et la planification des activités? L'équipe, elle n'est pas tellement énorme non plus. C'est vraiment mon équipe qui coordonne les activités, qui prend le lead pour les activités. Puis on est 3 à temps plein et une à terme. La petite équipe démontre beaucoup d'enthousiasme, qui veut dire qu'on en fait plein. Puis à date,
disons, on se compte très chanceux là, que c'était quand même de beaux succès. Qu'est-ce que vous essayez de cibler avec vos activités et vos événements? Est-ce que c'est surtout pour la population étudiante ou vraiment dans la communauté? C'est une célébration qu'on veut partager avec la communauté dans son ensemble. Là, on a parlé d'activités, mais on fait plein d'autres choses aussi cette année au niveau de la communication en général. Donc, on a développé des annonces, des affiches, des articles. On a développé plein de matériel de ce genre-là qu'on a distribué, qu'on fait parvenir dans le nord de la province. Donc, vraiment, vous tentez de créer une plus grande visibilité pour souligner cet événement? C'est ça, oui, oui. On se dit 100 ans, là. Moi, je ne serai pas là pour le prochain, donc ça vaut la peine de le souligner, oui. Comment est-ce que les anciens du Collège du Sacré-Cœur peuvent s'impliquer dans ces activités ou juste dans le centenaire comme tel? Bien, encore une fois, en faisant la publicité qu'on a fait, on espère que les gens se rendent compte que ça bouge, qu'il y a des choses qui se brassent. Mais ce qu'on a fait aussi cette année, c'est sur le site web de l'Université de Sudbury. On a créé un espace où les anciens peuvent aller s'inscrire. Puis en s'inscrivant, ils peuvent nous indiquer s'ils veulent recevoir de l'information par rapport à nos activités. Donc, c'est à eux de choisir s'ils veulent la recevoir ou non. Mais on les encourage certainement à s'inscrire premièrement. Puis deuxièmement aussi à partager leurs souvenirs que nous, on peut utiliser pour, encore une fois, créer d'autres publicités ou d'autres visibilités par rapport au centenaire. Si vous pourriez participer à une des activités, laquelle choisiriez-vous? Ah, ça, c'est facile parce que j'ai participé à la Maison hantée. J'étais à l'intérieur, là, je participais à l'intérieur, ça fait que ça, j'ai bien aimé. Mais l'autre auquel je voudrais bien participer, mais que ce ne sera pas possible parce qu'on coordonne, c'est le tournoi de baseball en raquette. Ça, je me dis, si on a la température là, que ça prend, là, ça va être super le fun. Puis, oui, c'est vrai que le gala, je vais y être, c'est certain. Ça aussi, ça devrait être une belle soirée. Mais celui qui me passionnerait un peu plus, là, c'est certainement le tournoi de baseball. Et comment vous allez vous y prendre pour avoir le terrain de baseball en raquette? On a déjà communiqué avec le Centre d'éducation physique de la Laurentienne. Donc, on a loué l'équipement. Tout est prêt, là. Mais c'est certain qu'on va adapter les règles. Ce ne sera pas exactement les mêmes règles là, qu'on voit à la télé quand on regarde les professionnels. Vous écoutez une édition spéciale d'Église diocésaine, préparée par les étudiants du programme d'études journalistiques de l'Université de Sudbury. La fin des années 50 a été une grande époque de changement pour l'Université de Sudbury, alors que cette dernière et l'Université Huntington ont fondé la Fondation Laurentienne, question de fonder une université qui serait fondée du gouvernement. C'était un grand bouleversement pour les étudiants et pour le personnel de l'Université de Sudbury. J'ai jasé avec Pascal Sabourin, qui a d'abord vécu comme étudiant ici à l'Université de Sudbury pendant cette époque. Il a plusieurs expériences et plusieurs histoires, mais je me suis d'abord demandé à quoi ressemble le parcours d'un étudiant pendant une telle période. J'étais au Collège Sacré-Cœur de 1954 à 1958, quand on parlait du Collège Sacré-Cœur. Or, en 1958, l'Université de Sudbury a été créée en septembre 1958. Ça a été créé probablement en 1957, mais effectivement, ils ont commencé l'enseignement à titre de l'Université de Sudbury en 1958. Et j'ai reçu mon diplôme, mon bac, en 1960, en septembre 1960, excusez-moi, en juin 1960. Et ma classe était la première qui avait fait son cours à l'Université de Sudbury et la dernière à recevoir le diplôme signé de l'Université de Sudbury. Parce qu'en 1960, évidemment, la Fédération Laurentienne a été créée. Et les diplômes étaient décernés à partir de là, de l'Université Laurentienne, par l'Université Laurentienne. Donc, j'ai reçu mon diplôme en 60, dans juin 60, mais je suis revenu très tôt, 2 ans après ce départ,
comme prof au département de français de l'Université de Laurentienne. Ce qui est arrivé, c'est de 58 à 60, l'Université de Sudbury était responsable de toutes les matières. Physique, chimie, mathématiques, français, anglais, toutes les matières étaient enseignées à l'Université de Sudbury. Avec la fédération, cependant, les ententes disaient que toutes les matières, entre guillemets, laïques, étaient transférées à l'Université Laurentienne. Donc l'Université de Sudbury s'est retrouvée avec deux matières, philosophie, sciences religieuses. Donc, pendant le temps que vous avez fait votre maîtrise, est-ce que vous avez vu un certain changement au niveau de l'université quand vous êtes revenu pour enseigner, justement? Ben, le gros changement, le choc pour nous autres, qui avaient reçu le diplôme en 1960 de l'Université Sudbury, en revenant, moi, en 1962, l'Université de Sudbury était devenue un petit partenaire dans une grande institution qui s'appelait l'Université de Laurentienne. Et ça, c'est le grand changement qu'on a pu observer dans ces périodes-là. Mais l'esprit communautaire n'avait pas changé vraiment, parce que de 58-60, les profs de l'Université de Sudbury, de Huntington, de Thornlow et de la Laurentienne formaient cette petite communauté d'à peu près 175-200 personnes. Donc on avait des célèbres, les parties du Père Allaire. Plusieurs se souviendront que le Père Allaire, lorsque les Jésuites organisaient une soirée ici à l'Université de Sudbury, c'est le Père Allaire qui faisait le punch. Et on assistait à cette soirée-là parce que le Père Allaire avait une recette extraordinaire de punch. Il devait mettre un peu d'eau bénite là-dedans, là, mais en tout cas, non, c'était très convivial, c'était très familier en fait, à cette époque-là. Maintenant, non, à l'Université de Laurentienne, c'est une grosse boutique et puis les rapports personnels entre les profs sont très limités à cause de la taille de l'institution. En 1983, vous avez refondé la chorale du Collège Sacré-Cœur. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de la raison d'être et puis un peu de la continuation de cette chorale, justement? En 1950, peut-être 55, on a formé un groupe qui s'appelait les Compagnons du Sacré-Cœur. Mon frère dirigeait ce groupe. Et moi, j'étais l'arrangeur de partitions, j'étais l'accompagnateur, mais parfois, je chantais aussi avec le groupe. Donc, jusqu'en 1959, je crois, ce groupe-là s'est maintenu. Et puis, la classe qui formait le cœur de ce groupe-là a reçu son diplôme et donc a quitté le collège. J'ai ranimé un peu le groupe sous le nom des Compagnons du Dimanche. Pourquoi dimanche? Parce qu'on se réunissait, on exerçait, on s'exerçait le dimanche. Les Compagnons du Dimanche, pourquoi pas? On avait des anciens membres du Collège Sacré-Cœur, des Compagnons du Sacré-Cœur, mais aussi d'autres personnes dans la communauté qui avaient de très belles voix. On a fait des concerts variés, là, toute cette période-là, jusqu'en 1967 ou 8. Moi, j'étais aux études de doctorat en France à ce moment-là, en 66, 67, 68. Mais le groupe a continué. Et la petite histoire dit qu'ils ont été invités à participer à la Coupe Grey de 1967 à Ottawa, je pense. C'est quelque chose comme ça. Et puis, maintenant, ce groupe-là a cessé de fonctionner peut-être 70. Et en 83, on célébrait à Sudbury le 100e anniversaire de la première messe à Sudbury. C'était à l'église de la paroisse Sainte-Anne-des-Pins en 1883. On raconte que cette messe-là a été célébrée à l'arrière d'une charrette, une wagon qu'on appelait, là, une charrette. Le jésuite s'était installé là, puis il avait célébré sa messe. À ce moment-là, en 83, la paroisse Saint-Anne-des-Pins voulait faire quelque chose de particulier, de spécial, et on a demandé au père Toupin, qui était un professeur d'histoire à l'Université de Laurentienne,
On lui a demandé si on ne pouvait pas faire un peu de musique particulière, spéciale. On voulait reconstituer une messe de 1883. Notre groupe, à cause de la tradition chorale et chant religieux dans le collège Sacré-Cœur, on chantait très bien, je n'ai pas honte de le dire, on chantait très bien le grégorien. La messe dont on parle en 83, à la messe, il y avait plein de curés de paroisse qui étaient se joindre à la cérémonie. Puis j'ai entendu, puis dans ce groupe-là, il y avait des curés de paroisse d'un certain âge qui regrettaient que l'Église officielle ait enlevé le grégorien et le latin. Alors on a commencé à recevoir des appels des différentes paroisses de Sudbury. Venez donc nous faire une messe en latin. Et on ne demandait pas mieux, nous. Sur cet envol-là, on a dit pourquoi est-ce qu'on ne reprend pas les folklores, le répertoire des compagnons du Sacré-Cœur. À ce moment-là, on a été lancé sur une foulée de 20 ans, ça a duré 20 ans, la chorale du centenaire. On a terminé nos activités en 83, en 2003. Après avoir fait d'ailleurs 2 CD dans les années, 2 années qui précédaient, on s'est arrêté en 2003. Et les disques que vous avez faits sont toujours disponibles aujourd'hui? Il y a 2 disques. Malheureusement, le premier disque est vendu épuisé. Mais on a encore les disques le deuxième disque. Donc, si quelqu'un s'intéressait, vous pourriez communiquer avec moi, qu'on pourrait s'arranger pour vous envoyer ce disque-là. Voilà ce qui conclut cette émission. On remercie nos intervieweurs Josh Dandurand, Amélie Cyr et Patrick Wright. À la caméra, Jeannick Guy et Gervais Yinda. Au montage, Mélanie Tremblay. Merci au diocèse de Sainte-Marie de nous avoir offert cette opportunité de présenter ces entrevues à la télévision. Merci spéciaux à M. Émile Guy et Monseigneur Jean-Louis Plouffe. Ici Sophia Bagaoui. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde